Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de notre balado. Aujourd'hui, on parle de moments clés dans la vie des enfants et de leur famille. La transition de la petite enfance vers le réseau scolaire. Un passage parfois fluide, mais trop souvent encore fragmenté, complexe et très fragile. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Belrose, présidente de la Fédération des intervenantes de la petite enfance du Québec, la FIPEQ, une fédération qui fait partie de la grande famille de la CSQ avec laquelle nous tissons des liens dans plusieurs instances, car nous partageons vraiment des enjeux très communs. Donc, salut Anne-Marie, puis bienvenue à notre balado. Peux-tu d'abord nous présenter ta fédération? Avec plaisir. En fait, à la FIPEQ, parce que Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, on va prendre le balado juste pour dire le nom. Nous, on représente plus de 12 000 membres. 12 000 membres, il y en a qui travaillent dans des centres de la petite enfance, donc des éducatrices spécialisées, agentes en soutien pédagogique et technique, donc plusieurs corps d'emploi, mais aussi des responsables en services éducatifs en milieu familial, donc des dames qui accueillent des gens dans leur domicile, des enfants, des familles. Et je dis des dames parce que c'est 98 des personnes à la FIPEQ qui sont des femmes, donc on parle au féminin chez nous tout le temps. Donc voilà, c'est un peu le portrait là, de notre fédération. Merci beaucoup Anne-Marie. Tu sais, on parle de l'accueil de l'enfant dans le réseau scolaire, bien entendu. On le sait, on le vit lorsque les enfants arrivent à la maternelle, cette fameuse accueil de l'enfant dans le réseau scolaire. Ils sont accueillis, entre autres, par les enseignants, par les professionnels, par le personnel de soutien scolaire. Puis, très souvent, ils passent beaucoup plus, puis autant de temps dans les services de garde que, en classe. Puis, chez le personnel du soutien scolaire, l'élève, il va rencontrer des éducatrices en milieu scolaire, des techniciens en éducation spécialisée qu'on appelle des TES, et bien d'autres classes d'emploi, bien entendu. Tu sais, l'enfant arrive, on ne connaît pas tout son bagage passé. Qu'est-ce qui va bien? Sur quoi on doit travailler? Est-ce qu'on poursuit le travail débuté en petite enfance ou on repart la roue à zéro? Puis, Anne-Marie, c'est vrai qu'on commence souvent avec une page blanche quand les enfants arrivent, alors qu'il y a un travail important dans les premières années de vie de cet enfant puis du chemin vécu par les parents. Pourquoi on ne s'en parle pas davantage de cette transition-là? C'est la question. C'est une excellente question parce qu'on serait tous gagnants à mieux communiquer, à plus se parler. L'enfant, on l'accueille souvent là, dès 6 mois parfois au CPE ou même chez la RSE. On le voit grandir, on observe, on adapte notre matériel pédagogique. On a des trucs qui fonctionnent avec cet enfant-là, mais aussi avec les familles parce que l'enfant vient avec un bagage, donc on aurait tout intérêt à plus se parler. Il y a des super beaux exemples qui existent. Aller visiter l'école, par exemple. Mais même dans mon bagage d'éducatrice, je me rappelle être allée visiter une classe, mais je n'ai pas visité autre chose dans l'école. Donc, est-ce qu'on ne se parle pas assez? Ça manque de mécanisme, je pense, effectivement. Parce que nous, on a beau se parler dans nos réseaux, dans nos rencontres. Les grosses structures, elles ne se parlent pas, malheureusement. Là. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'y attarder. Parce que même au CPE, même chez la RSE, c'est une équipe éducative autour de l'enfant. La responsable à l'alimentation prépare des menus, les textures. Donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes et pertinentes à transmettre parce que l'enfant y arrive avec un bagage, puis on a intérêt à se le partager. Effectivement, tu as raison parce que nous, on le dit depuis longtemps, la Fédération du personnel de soutien scolaire, travailler en amont, c'est ça aussi que ça veut dire. Oui. Pour nous, travailler en amont, c'est travailler sur la transition, pour s'assurer qu'on se parle entre collègues, qu'on ne travaille pas en silo pour aider tout le monde, autant l'enfant que le parent, bien entendu, là, qui a des attentes, mais qui est suivi tout au long du parcours avec vous, mais que nous, parfois, il y a vraiment une coupure incroyable. Malheureusement. Oui. Effectivement. Puis, en petite enfance, depuis 2019, maintenant, on remplit un portrait périodique de l'enfant. Oui. Donc, on documente les observations, on note les forces, les défis d'un enfant. Donc, on produit un document qui parle des 4 sphères de développement. On s'assure que l'enfant est bien entouré, encadré. Donc, pourquoi ce portrait de professionnel rempli par des professionnels de la petite enfance n'est pas transmis à l'école? Parce que si moi, quand je donne une petite main sur l'épaule à Mathieu, ça le calme, mais je pense que l'éducatrice au service de garde, elle serait très contente de savoir quelle approche avec Mathieu. Ça va faciliter son travail, ça va diminuer les interventions, puis c'est le groupe au complet là, qui va en bénéficier au bout de la ligne. Donc, il faut là, travailler sur la reconnaissance là,
du travail et de l'expertise de nos intervenantes en petite enfance. Effectivement. Puis qu'est-ce qu'on entend par transition scolaire? Tu sais, quand on dit définition et le cadre conceptuel par rapport à tout ça. Tu sais, ce qui se vit autour de l'entrée à l'école, tu sais, ça influence à peu près tout, dont la réussite, l'engagement, la persévérance scolaire. Puis pourquoi un enfant arrive à l'école, c'est pas juste une transition administrative, là, c'est tous les services qui vont avec ça. C'est une entrée dans le monde scolaire, ça a un impact incroyable. Il y a des attentes énormes de la part des enfants, mais aussi des parents qui s'attendent à avoir justement des services. Puis ça évite l'anxiété autant parentale que chez l'enfant. Puis quand on parle de transition, comme je viens d'expliquer, de quoi on parle concrètement, Marie? Bien, la première transition scolaire, c'est la plus importante dans le parcours de l'enfant. Ce qu'on sait, c'est qu'un enfant qui arrive, qui a fréquenté nos services à la petite enfance aussi, va avoir moins de vulnérabilité que la majorité des enfants. Donc, il faut absolument travailler à ce que ce soit fluide, que ce soit harmonieux entre les réseaux, que l'enfant se sente dans sa continuité, justement, de pas cette brisure-là. Dès la petite enfance, là, ça commence même avant la rentrée parce que les enfants, ils vont connaître leur école, les parents en parlent beaucoup, les amis, donc on va travailler le développement cognitif, oui, il y a l'écriture qui s'en vient, on fait de la lecture, mais tout le développement du langage aussi qui entoure l'enfant, le développement social, entrer en relation, c'est très anxiogène souvent pour bien des enfants parce que quand il arrive au milieu éducatif, il est habitué, c'est ses amis, c'est les éducatrices, et là, on l'amène dans un autre univers qui est souvent beaucoup plus grand que le sien aussi. Donc, on travaille à tout ce développement-là, ses capacités aussi motrices, parce que la motricité globale va aider la motricité fine. Donc, on va développer tous ces aspects-là. Il faut s'assurer que l'enfant il est bien outillé. Oui, puis de ce que tu m'expliques, c'est clairement, c'est la meilleure préparation pour son entrée au niveau scolaire pour l'enfant. Tu sais. Je pense que c'est important. Puis, il y va pour que l'enfant apprenne à développer ses forces aussi, puis à travailler sur ses problématiques quand il y en a, là, bien entendu. Là. Exactement. Souvent, on va regarder, l'enfant ne se développe pas au rythme pareil dans toutes ses sphères de développement. Souvent, on va même l'avoir entendu en tant que parent. « Ah, il a parlé plus vite. » C'est normal qu'il marche moins vite. Donc, son développement va aller à son rythme. L'enfant est un être unique. D'ailleurs, notre pédagogie, elle est basée sur l'unicité de l'enfant. Donc, il faut s'assurer qu'il va aller se développer dans toutes ses capacités, mais les familles aussi. Parce que quand ça fait 4 ans que tu es dans le même milieu éducatif, bien, ça devient un grand univers, puis on prépare les enfants. Moi, je me rappelle, juste faire une activité boîte à lunch. On sous-estime le stress que ça procure à un enfant de se dire « je vais devoir arriver à l'école, ouvrir ma boîte à lunch. Qu'est-ce que je mange en premier? » Parce qu'au service éducatif, on va servir le repas, c'est la même routine. Donc, on fait des journées spéciales comme ça avec les enfants pour dire, bien là, tu vas arriver, puis il va t'arriver telle chose. Puis on essaie de mettre des mots sur ce qu'ils vont vivre. Comme ça, quand ils arrivent à l'école, ils disent, OK, j'ai été préparé à affronter ce nouveau moment dans ma vie d'enfant. Puis aussi le parent que, OK, ça va le sécuriser, que l'enfant, il a déjà fait des essais, il a déjà vu un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est la transition, oui, dans son développement, mais dans des choses du quotidien. Des fois, on ne pense pas en tant qu'adulte parce que pour nous, c'est normal, puis c'est une habitude, mais les professionnels, à chaque année, recommencent avec des nouveaux enfants, donc ils apprennent aussi à s'adapter à chacun des enfants. Ils disent, OK, là, maintenant, ça a changé, on va y aller plus sous cet angle-là. Donc, c'est vraiment toute une équipe qui travaille autour de l'enfant pour le préparer. Effectivement, merci. Puis on le voit, là, tout l'impact. Puis on voit dans la façon dont tu le dis, comment toi-même, tu l'as vécu au quotidien, puis les gens que tu représentes. Tu sais, les problèmes actuels de transition, tu sais, quand les milieux se parlent pas. Oui. Tu sais, bon, quand les membres du personnel ne se parlent pas, bien, on subit souvent les impacts de ça. Quand la transition est peu planifiée ou pas planifiée, ça peut devenir une période très à risque. Tu sais, là, au départ, quand l'enfant arrive dans le milieu scolaire, pour, entre autres, oui, les enfants plus vulnérables, mais aussi pour les enfants qu'on dit qu'ils n'ont pas nécessairement de problématiques, mais oui, il pourrait y avoir... Qu'est-ce qui fonctionne moins bien actuellement là, dans la transition vécue par les enfants et leurs familles? Là? En fait, c'est beaucoup le peu de coordination. Donc, on pourrait dire centre de service scolaire, mais chaque école a sa méthode différente.
Chaque service éducatif aussi a sa méthode. Donc, le peu de coordination, de communication entre les ministères. Pensons à des enfants qu'on accueille, qui ont un protocole avec le CLSC, par exemple. Bien, il y a une brisure quand les services changent parce que le ministère de la Santé ne parle pas avec le ministère de l'Éducation, qui ne parle pas avec le ministère de la Famille. Donc, tout le monde fait sa petite affaire de son côté, mais personne ne se parle réellement. On écrit des guides pour une transition harmonieuse, mais est-ce qu'on est allé voir les gens du terrain et dire, OK, ce guide-là, c'est-tu vraiment comme ça que ça se passe? Moi, je me rappelle juste en tant que maman aussi, mon enfant avait des besoins particuliers. Quand j'arrive à l'école, j'ai le plan d'intervention. Ah non, on ne peut pas utiliser ça en scolaire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà plein de belles choses qui ont été faites par le passé. Donc, le peu de coordination, probablement un manque de reconnaissance aussi. Peut-être que si on valorisait plus les services à la petite enfance, on reconnaîtrait plus aussi ce que nos professionnels font. Donc, c'est tous des enjeux qui rendent les choses difficiles. Le manque d'information aussi. Le parent, il arrive, dans une école ou l'autre, c'est pas la même chose. Si je vais dans un CPE à Montréal, mais que je vais dans une école dans une autre ville, est-ce que ça va être la même chose? Donc, c'est vraiment un enjeu de coordination de nos réseaux, je pense, qui est le gros problème dans la transition. Puis, effectivement, que pour le personnel de soutien scolaire, la valorisation, parfois, des différents gouvernements qui ont passé au fil du temps, n'accordent pas la réelle impact, tout comme à vous, là, bien entendu. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est le travail en silo nuit clairement à tous nos réseaux, entre autres aux vôtres. Et nous, on proposait à un moment donné même d'avoir des techniciens en travail social qui sont capables de faire des liens avec différents organismes. Mais je le vois très bien que ça se fasse en lien avec les CPE, en lien avec en milieu familial pour qu'on ait de l'espace pour pouvoir discuter, échanger, puis voir venir les situations. Parce que l'éducation, c'est pas compliqué, là. Il faut voir venir les situations, il faut travailler en amont. Puis je pense que vous êtes la source de tout ça. Il faut se servir davantage de ça. Et je pense que entre le milieu scolaire et le milieu de la petite enfance, il se doit d'avoir des liens, mais autant avec le ministère de la Santé, autant avec les CIUS. Donc, il faut y aller vraiment à ce niveau-là. Puis, on l'a dit, mon autre sujet, c'était de travailler en commun, de travailler ensemble. Je pense que ça, c'est pour qu'une transition soit vraiment réussie, là, il faut un travail d'équipe. Tu l'as dit tantôt, les services éducatifs, les écoles, les familles, les partenaires. Qu'est-ce que les enfants gagnent lorsque les milieux se parlent? Parce que tu dois en avoir des endroits où on se parle et qu'ils se reconnaissent mutuellement. Et tu dois avoir des beaux exemples où tu dois avoir des situations quand même d'endroits où ça fonctionne bien, là. Oui, c'est drôle, j'allais dire. Pourquoi on ne s'inspire pas de ce qui va bien? Hein? Parce qu'on a plein de beaux témoignages. L'autre jour, j'avais une RSE donc, qui exerce dans sa maison. Le professeur l'a appelé. Elle avait parlé avec le parent qui l'avait mis en lien avec sa RSE, puis la RSE est allée visiter l'école avec l'enfant. Ça le rassurait d'avoir sa responsable avec lui qui explique les choses parce qu'il y a un lien de confiance entre la RSE et l'enfant. Présenter aussi à l'enseignante qui est là, puis de voir que, OK, c'est pas si pire que ça. Donc, il y a des beaux modèles qui existent. J'ai déjà parlé à des enseignantes de maternelle qui m'ont appelé, même quelques mois après la rentrée scolaire, pour dire j'ai un défi avec Simon. Quand il agit de cette façon-là, est-ce que... Et là, j'ai pu lui dire oui, moi, j'avais observé ça, j'ai créé tel coin, je lui ai donné tel matériel, ça lui a permis de se calmer. Bien, ça l'a aidé l'enfant, mais ça a aidé aussi tous les enfants autour de cet enfant-là, mais aussi l'enseignante qui, elle, peut mettre de l'énergie dans un autre aspect que celui-là qui fonctionnait bien. Donc, ça existe des modèles où on se parle. C'est démontré d'ailleurs dans les recherches que plus les réseaux vont collaborer ensemble, plus l'enfant va être gagnant, mais plus le réseau aussi, parce que l'éducatrice spécialisée va pouvoir l'aider plus précisément dans son besoin au lieu de chercher peut-être la source quand, dans le fond, bien, on l'avait, la réponse dans notre réseau, on l'avait trouvé. On avait un plan d'intervention avec cet enfant-là. Il y avait déjà une éducatrice spécialisée qui s'occupait de lui. Donc, c'est de là où il faut prendre ces modèles-là, aller s'inspirer de ce qui fonctionne bien, puis essayer là, de le multiplier, puis de le dupliquer le plus possible. On appelle ça, Anne-Marie, le respect de l'expertise. Oui. Hein? Le respect de l'expertise, officiellement, ça valorise les gens dans leur travail au quotidien.
parce qu'ils semblent qu'ils font une différence, qui amène ça plus loin. Et ça fait effectivement avancer tout le monde. Les besoins sont de plus en plus écoutés. Oui, J'aurais envie d'ajouter, c'est moins frustrant aussi. oui, C'est moins frustrant parce que tu te dis, ben j'ai mis tellement d'énergie. Si on m'avait mis en contact dès le départ, ben j'aurais sauvé du temps, de l'énergie, de la fatigue. Donc oui, la valorisation, mais aussi enlever un élément de frustration là, qui doit se dire, ben voyons, comment ça se fait que je savais pas ça? Je suis sûre qu'on s'est tous déjà dit ça. oui, c'est sûr. Puis, tu sais, avec la lourdeur hein, qu'on vit autant dans ton réseau que dans le réseau de l'éducation, bien, c'est justement ce genre de solution-là, de pistes-là qui pourraient être davantage utilisées, là, assurément. Quand on parle des enfants ayant des besoins particuliers, entre autres un HDA, tu sais, tous les enfants bénéficient normalement on aimerait qu'ils bénéficient d'une transition de qualité, bien entendu, mais il faut parfois en donner plus à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont des besoins particuliers. Et l'enfant n'a pas à recommencer si l'enfant n'avait pas à recommencer à zéro en arrivant à l'école, parce que quand il n'y a pas de transition, quand il n'y a pas d'échange d'informations, avec l'exemple que tu venais de donner, ben, on repart à zéro, là, assez clairement, tu sais. Qu'est-ce qui change quand on agit tôt, là, mettons, là, tu sais, de façon concertée avec les parents, mais avec les enfants? C'est quoi l'impact de ça? Bien, en fait, les recherches démontrent qu'un enfant qui a 2 ou 3 vulnérabilités Oui. va avoir beaucoup plus de difficultés à avancer tout au long de son parcours scolaire. Donc, si dès son arrivée, on peut mettre en place des mécanismes qui fonctionnent. On prend l'exemple à la sieste, un enfant qui a tendance à se désorganiser dans son service éducatif. Si on a trouvé une solution, si quand il arrive pour faire sa période de repos à la maternelle, la solution, elle est déjà en place. Et là, je donne un toutou lourd, par exemple. Oui. Bien, on va venir économiser combien de semaines et de mois de travail à comprendre pourquoi il se désorganise avant la sieste, qu'est-ce que je peux lui donner. Donc, préparer son milieu, préparer aussi sa transition parce que les parents vont à la maison préparer l'enfant aussi. Si les 2 intervenantes se sont parlé, on est capable de dire, OK, tu sais, tu faisais ça avec Anne-Marie, bien, quand tu vas aller à l'école, tu vas faire la même chose. Et quand l'enfant voit que tout son entourage travaille dans le même sens, il va développer son sentiment de confiance, il va développer son sentiment d'estime de soi. Donc, ces défis, il va les reprendre où il était. Il ne va pas reculer, il va plutôt avancer. Donc, la préparation, c'est la clé. La communication, oui, entre le personnel, mais aussi le matériel qu'on pourrait négliger, qu'on peut dire, c'est pas important. Des fois, c'est important. Important. Puis ça fait toute la différence, surtout pour des jeunes enfants qui, déjà, se réguler, c'est un défi. Donc, plus on va préparer les choses pour lui, plus il va se sentir accueilli, plus il va être fonctionnel et autonome rapidement aussi dans son nouveau milieu. Puis dans ce contexte-là, l'enfant arrive beaucoup plus près en milieu scolaire, à partir de là, clairement. Donc, c'est important. Donc, agir tôt, c'est le secret. C'est le secret, mais encore une fois, en respectant l'expertise, la valorisation de tous ces gens-là qui travaillent au quotidien avec un effort constant pour toujours améliorer. Je pense qu'on le voit clairement. Oh. Au niveau de la violence, on a parfois des élèves qui arrivent avec déjà ces problématiques-là, dans le fond de la violence, et ils ont souvent de la difficulté à gérer des émotions, à jouer avec les autres, puis certains sont en conflit perpétuel. Ces enfants-là ne devraient pas être différents en petite enfance, j'imagine. Donc, il y a une situation. Comment ça se vit, les problèmes de violence dans vos milieux? Ça se traduit comment? En fait, en petite enfance, oui, il y a des difficultés. Il y a des comportements ou il y a des réactions des enfants, mais malheureusement, c'est peu documenté. Parce que aussi, ça va être banalisé en petite enfance. Parce que si un enfant de 2 ans ou 3 ans moi, je me rappelle que la première fois, je me suis fait mordre. C'est saisissant. Mais quand t'en parles et qu'on te fait dire, oui, mais c'est toi, en fait, qui n'arrive pas là, à gérer le comportement de l'enfant, bien après, tu n'as plus envie d'en parler parce que tu te dis, c'est mon professionnalisme qui est remis en cause parce qu'on parle de tout petit. Donc, c'est présent différemment. On commence d'ailleurs, nous, à le documenter parce qu'on n'en parlait pas beaucoup avant. Donc, on veut travailler justement sur ces éléments-là, faire la distinction entre qu'est-ce qu'un comportement versus
de la violence, parce que c'est sûr qu'on n'est pas au même stade là, qu'en éducation, mais c'est quelque chose qu'on vit. L'enfant, il n'a pas changé dans la fin de semaine où il est parti du service éducatif puis il est rentré à l'école, là. C'est le même enfant qu'avant, donc. Mais il faut surtout trouver des moyens pour soutenir les intervenantes, à en parler, Oui. à trouver des solutions, donner du soutien, puis penser en ORSE qui sont seuls dans leur maison la plupart du temps, bien, elles peuvent se sentir démunies face à un enfant qui a des comportements peut-être violents ou des fois des réactions, puis on ne sait plus comment nécessairement réagir face à ce comportement-là. Donc, pour l'instant, on essaie de documenter, puis on veut justement agir sur cet aspect-là parce qu'on veut en amont toujours agir tôt pour mieux préparer les enfants, mais aussi les intervenantes qui les accueillent. Effectivement, tu parles de banalisation, tu sais, là, parce que nous aussi, du côté du scolaire, on a parfois cette pique. Je vais t'avouer que je le trouve difficile de le prononcer à toutes les fois, mais cette fameuse banalisation, on ne peut pas accepter ça pour le bien-être des enfants, mais pour le bien-être des intervenants aussi. Je pense qu'il faut avoir un espace pour le dire, d'en parler, puis pas avoir l'impression qu'on se fait juger par rapport à une situation. Donc, effectivement, puis tu l'as dit, travailler en amont, agir tôt. Je pense que c'est des termes qu'il faut absolument, mais absolument retenir. Ça, c'est ça qui est important. Les meilleurs outils, là, tu sais, par rapport à une transition réussie, tu sais, les meilleurs outils ou les meilleures pratiques pour faire la transition. Tu sais, parfois, portfolio de transition, tu sais, est-ce que ça pourrait être des échanges d'informations pertinentes, tu sais, dans le respect de la confidentialité, bien entendu. Parce qu'on sait qu'il y a une barrière quand même à traverser du côté des parents qui, parfois, veulent avoir une page blanche pour avoir une autre expertise. Ça, c'est pas nécessairement un gage de succès quand on ne sait pas tout ça. Visite de l'école, tu l'as dit tout à l'heure, bien entendu, tu sais, des activités conjointes, tu sais, là, autant école, petite enfance, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis rencontre petite enfance scolaire. Je pense que oui, au niveau des parents, mais oui, au niveau des intervenants, je pense qu'il faut avoir des endroits de concertation pour être capable de discuter puis de jaser. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Anne-Marie? Ouais. Tout à fait d'accord avec toutes ces idées. Comme je l'ai dit, on remplit le portrait périodique de l'enfant 2 fois par année, donc en novembre et en mai. Il y a des informations super importantes dans ces portraits-là. Et là, souvent, ce qui arrive en ce moment, c'est que les écoles ont leur propre modèle. Et là, ils envoient le modèle dans le service éducatif, donc il faut remplir un document de plus. Bien, on n'a pas de temps libéré pour le faire, donc on le fait sur nos heures personnelles. Quand on a 10 à remplir, bien, l'air de rien, ça prend quand même du temps. Quand on fait déjà un outil qui est très complet. Et on entend toutes sortes de façons de fonctionner. Il y a un parent qui m'expliquait justement cette semaine que l'école lui a donné un document pour le service éducatif avec un avis de consentement de transmission. Quand l'éducatrice a fini de le remplir, il faut qu'elle le donne aux parents qui vont re-signer un avis de consentement pour retourner le document vers l'école. Mais ça, c'est un frein à la communication parce qu'il y a diverses étapes là, dans tout ce processus-là que les chances que ça achoppe sont probablement très grandes. Et ce que le parent craint, en fait, c'est une étiquette. Je pense qu'on peut tous le dire. Ce qu'il craint, c'est « Ah, mon enfant va arriver, ils vont déjà avoir pensé qu'il est comme ça. » Mais non, on est toutes des professionnels. Et quand l'éducatrice ou l'éducatrice spécialisée ou la RSE va remplir, c'est tout son professionnalisme qu'elle met dans le document. Et c'est la même chose à l'école. Quand l'éducatrice va le lire, quand l'enseignante va le lire, c'est avec des yeux de professionnels. Fait que je pense qu'il faut d'abord valoriser ce qui est fait, les outils qui existent déjà. La communication, c'est la clé. On n'arrête pas de le dire. On va toujours être ouvert, tout le monde, dans tout le réseau, que ce soit en éducation ou en petite enfance. Plus on va communiquer pour le bien de l'enfant, plus tout le monde va en bénéficier. Donc moi, bien, j'embarque dans toutes tes solutions, Éric. Bien, il reste à notre gouvernement, au prochain gouvernement, d'y aller d'un pas politique pour s'assurer de le faire. Je pense qu'à un moment donné, c'est quasiment se mettre la tête dans le sable quand on ne réagit pas à tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, à tout ce qu'on a échangé. Je pense que cette transition-là, elle est obligatoire, elle est essentielle. On travaille pour qui? On travaille pour les générations futures, hein, parce que vous, votre travail, c'est de les amener au monde scolaire, mais nous, notre travail, c'est de les amener
plus loin aux études supérieures, etc., pour d'autres différentes études. Mais à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'il faut travailler ensemble, il faut travailler conjointement. Moi, je tiens sincèrement à te remercier parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu as mis en lumière vraiment l'impact de ton réseau sur nos enfants, sur nos parents. Et oui, vivement, ce changement d'idée-là de dire que on ne veut surtout pas que les parents, que le parent donne des informations qui pourraient nuire à l'enfant. Non, tu l'as dit, on travaille, on est des professionnels, on travaille tous ensemble, on veut le mieux-être. Puis ce qu'on veut surtout, c'est l'importance d'une transition harmonieuse pour que ça se passe bien entre nos deux milieux. Et sincèrement, merci Anne-Marie, ça a été très intéressant. Ça va éclairer, je suis convaincu, énormément de gens. Et vivement, travaillons ensemble sur cette transition-là. Je pense que c'est un essentiel pour tous les intervenants que nous représentons à la Fédération, mais de tes intervenants aussi, intervenantes, parce qu'à 98 on va dire intervenantes. Donc, merci sincèrement, Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci à toi, Éric, d'avoir fait une place à nos professionnels, puis vivement qu'on communique encore plus l'ensemble des réseaux. On parlait un peu à la blague, les médecins, notre dossier santé, là, nos médecins, ils ont tous accès. Exactement. Eh bien, pourquoi on n'aurait pas une vision de l'éducation, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, justement parce que, à l'aspect qu'on le dit, on est le premier maillon du système d'éducation. Donc, on va toujours travailler pour que tout se passe bien entre nos deux réseaux. Merci beaucoup. Au plaisir d'une prochaine fois. Surveillez notre prochain balado. Bye.